Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est le carnet People du jour qui nous intéresse avec le départ annoncé de Jeff Bezos dans les prochains mois. Jeff Bezos qui quittera son poste de directeur général mais qui restera président exécutif d'Amazon. Jeff Bezos qui va passer la main à Andy Jassy, l'actuel patron de la division cloud d'Amazon, Amazon Web Services, qui est aujourd'hui l'unité la plus rentable de la galaxie Amazon. Amazon Web Services qui a enregistré des ventes annuelles en 2020 de plus de 50 milliards de dollars. Amazon dans son ensemble qui a publié des résultats flamboyants sur l'année 2020 et notamment sur le dernier trimestre avec un chiffre d'affaires qui dépasse pour la première fois de l'histoire du groupe les 100 milliards de dollars, quasiment 125 milliards de dollars de recettes. On avait vu un montant à peu près équivalent chez Apple. On voit désormais ces big tech qui atteignent un nouveau rythme de croisière avec des ventes trimestrielles qui vont dépasser encore sans doute les 100 milliards de dollars pour quelques temps. Jusqu'à présent, il fallait s'appeler Walmart. Oui, ça nous ramène à l'ancien monde, mais Walmart est l'entreprise au monde qui délivre chaque trimestre des ventes supérieures à 100 milliards de dollars et ce depuis 10 ans. Amazon et Apple font désormais partie de ce groupe assez restreint pour l'instant. Jeff Bezos qui aura été sans doute le créateur de valeur le plus important de l'histoire moderne des 20 dernières années en tout cas, puisque le cours de bourse d'Amazon depuis l'introduction en 1997 s'est envolé de près de 18 000%. Et puis dans la série Carnet du jour, on a également le retour de Mario Draghi aux affaires, en politique, en Italie. Peut-être, puisque le président italien Sergio Mattarella a appelé l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne pour tenter de former un gouvernement. Le marché salue déjà l'arrivée de Mario Draghi comme Premier ministre. On voit le MIB en Italie qui s'envole de 2%, les taux italiens qui retombent de 10 points de base, alors que la tâche s'annonce quand même compliquée et qu'on ne sait même pas à ce stade si Mario Draghi a la capacité de réunir autour de lui une majorité stable pour diriger le pays. En tout cas, on suivra l'évolution italienne dans les prochaines heures et les prochains jours. Le fait macro marquant du jour, c'est le rebond historique de l'inflation en zone euro. Quoi ? L'inflation est de retour. Attention, il s'agit d'une inflation transitoire. La BCE a bien signalé effectivement que ce rebond de l'inflation cœur, qui ressort à 1,4% en janvier en zone euro, n'était qu'un rebond technique avec des effets de base, des effets saisonniers qui jouent de manière très très importante. Et le marché d'ailleurs garde son calme par rapport à ce rebond historique de l'inflation en zone euro, puisqu'on voit même l'euro qui cède un peu de terrain face au dollar, autour de 1,20$ pour 1 euro à la mi-journée. Enfin, dans Smart Bourse, à 12h30, on parlera des marchés émergents avec un spécialiste, Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, qui sera avec nous au cours de cette demi-heure. Et des marchés positifs en zone euro, le rebond se poursuit, même si l'intensité est un peu moins forte aujourd'hui qu'hier et qu'avant-hier. Le résumé complet à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 continue à évoluer au-dessus de ses niveaux de la veille depuis ce matin, même si le rebond s'amenuise à la mi-journée. Les investisseurs constatent les avancées en matière de plan de relance aux États-Unis tout d'abord, alors que le Sénat a lancé les débats en vue d'une résolution budgétaire pour l'année fiscale 2021. Résolution qui constituerait une première étape vers un vote de réconciliation budgétaire cette fois-ci, qui permettrait aux démocrates de faire voter le plan de relance de 1 900 milliards de dollars avec une majorité simple et non avec un seuil minimum à 60 voix. Le fait que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, ait demandé aux différentes autorités de régulation des marchés financiers de se pencher sur les récentes ruées spéculatives sur les marchés rassure également les investisseurs, alors que GameStop perdait 60% hier à la clôture et AMC environ 40%. Janet Yellen qui devrait rencontrer les responsables de la Security and Exchange Commission, de la Fed, mais aussi de la Commodity Futures Trade Commission cette semaine. Les indices PMI font état de leur côté d'un recul de l'activité au mois de janvier, même s'ils ressortent pour la plupart légèrement plus élevés que les attentes des économistes. En zone euro, le PMI composite tombe à 47,5 points en janvier, là où le PMI composite de la France recule de son côté à 47,7 points. En France, toujours, le PMI des services passe de 49,1 points en décembre à 47,3 points sur le premier mois de l'année. Et en Allemagne, le PMI composite recule de son côté à 50,8 points.
On notera en revanche que l'Italie voit son activité service rebondir. Celle-ci passe de 39,7 points en décembre à 44,7 points en janvier. L'Italie où Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, a été convoqué par le président de la République ce matin. Ce dernier devrait lui demander de tenter de former un gouvernement d'union nationale, une nouvelle qui pour le moment est bien accueillie par les marchés italiens. Côté valeurs à suivre à présent, les investisseurs ont tout d'abord pu découvrir hier soir, après la clôture de Wall Street, les publications des résultats d'Alphabet, la maison mère de Google, ou encore d'Amazon, affichant toutes deux de belles progressions, portées notamment par leur division cloud. Alphabet, tout d'abord, annonce un chiffre d'affaires record grâce notamment à la publicité en ligne donc, et le cloud. La publicité représentant 81% des 56,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires que la firme a réalisé au 4e trimestre. Apple qui annonce tout de même que sa division cloud a vu son activité plus que doubler sur les 2 dernières années. Amazon annonce de son côté un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars sur le 4e trimestre 2020, avec un bénéfice net doublé sur la période par rapport à 2019. Sur l'année, Amazon réalise un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars pour un bénéfice de 21 milliards de dollars. Jeff Bezos en a d'ailleurs profité pour annoncer hier laisser son poste de directeur général du groupe à Andy Jassy au 3e trimestre 2021. Andy Jassy qui dirige actuellement Amazon Web Services, la division cloud du groupe. Jeff Bezos souhaite en effet se dégager du temps pour se consacrer à ses autres projets comme ses fondations, mais aussi Blue Origin, sa firme de lancements spatiaux, ou encore le Washington Post. En France à présent, Publicis annonce dégager un bénéfice net courant de 1,03 milliard d'euros en 2020 contre 1,19 l'année précédente. L'activité du groupe a un peu mieux résisté aux États-Unis qu'en France. Publicis et le groupe restent confiants pour 2021 grâce à une bonne gestion de ses coûts. Publicis anticipe notamment une progression pouvant aller jusqu'à 50 points de base de son taux de marge opérationnelle, tout en restant très prudent sur ses prévisions de chiffre d'affaires au vu des incertitudes actuelles. Et on notera également que parmi les plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée, les banques se reprennent et partagent les positions de tête avec Renault ou encore Engie. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parlons du marché et de l'actualité du jour très riche avec John Plassard qui est avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie, avec nous depuis Genève. Bonjour et bienvenue John, merci d'être avec nous. Bonjour Grégoire, merci. Est-ce qu'on peut dire un mot de Jeff Bezos, peut-être un hommage à celui que je présentais comme un des plus grands créateurs de richesse, de valeur au cours de ces 20 dernières années. Je crois qu'il n'y a pas, depuis 1997, l'introduction en bourse d'Amazon, je crois qu'il y a un seul titre sur le marché américain qui a fait mieux qu'Amazon, c'est Monster Beverage, mais le titre Amazon a gagné, je crois, près de 18 000% depuis son introduction en bourse en 1997, comparé au S&P 500 qui ne fait que plus 600%. Quand même spectaculaire, John. C'est spectaculaire et surtout que personne ne pariait sur Jeff Bezos au début du lancement d'Amazon. Ça paraît complètement inconcevable aujourd'hui puisque évidemment Amazon est utilisé absolument par tout le monde et surtout aux États-Unis. À l'époque, il avait commencé dans un garage en commençant à envoyer à travers la poste, d'ailleurs, certains paquets. Et puis, c'est devenu la success story qu'on connaît aujourd'hui. C'est absolument extraordinaire. Alors, pourquoi, c'est la question que certains se posent, mais pourquoi est-ce qu'il quitte le poste de direction de CEO d'Amazon? C'est un peu de la même manière que Bill Gates l'a fait, c'est-à-dire qu'il va se consacrer, il va toujours avoir évidemment un œil sur l'entreprise qu'il a créée, mais il va aussi se consacrer à d'autres projets et notamment des projets avec sa fondation. Mais effectivement, vous l'avez dit Grégoire, c'est une success story qu'on retrouve seulement aux États-Unis, chose absolument extraordinaire où il a reçu, je crois, de la part un peu de sa famille, un peu d'argent pour qu'il puisse continuer son projet qui au début n'était pas du tout, et on parle de la mise en bourse en 97, donc il avait commencé avant évidemment, mais comme vous l'avez dit, 97, eh bien, il y a un tout petit peu plus de 20 ans et il s'est passé énormément de choses depuis lors. L'autre
Événement du jour, côté people qui nous intéresse, John, alors ça nous sort un peu des États-Unis, mais quand même, ça appelle un commentaire. Le retour de Mario Draghi aux affaires. C'est intéressant de voir ces anciens banquiers centraux qui sont appelés en politique aujourd'hui. Janet Yellen au Trésor américain et peut-être, dans les prochaines heures, Mario Draghi, Premier ministre en Italie, même si le succès de Mario Draghi, Premier ministre, est encore un peu incertain quand on connaît le paysage politique italien, mais le marché applaudit déjà le retour de Mario Draghi aux affaires. Oui, vous l'avez dit, c'est une tendance. Effectivement, Janet Yellen au Trésor, Mario Draghi potentiellement pour former un gouvernement. Il faut savoir une chose, c'est que Mario Draghi a une très très bonne aura en Italie, et notamment parce qu'il a réussi face à l'Allemagne à montrer qu'il n'y avait pas seulement l'Allemagne dans l'Union européenne, ce qui est assez évident, mais pour les pays dits du Sud qui étaient plus endettés, eh bien c'était très important. Ensuite, Mario Draghi est vraiment considéré par la communauté financière pour celui qui a sauvé la zone euro en juillet 2012, lorsqu'il dit cette fameuse phrase « Whatever it takes », on fera tout pour sauver la zone euro. Alors, ce qui est important, c'est qu'on dit souvent, en regardant son bilan, c'est qu'en fait, il a sauvé la zone euro simplement avec une phrase. Alors évidemment, après, il y a mis les formes, c'est-à-dire un QI qui a été annoncé en 2015 et puis d'autres choses pour sauver les banques, mais tout ça pour dire qu'il a un aura au sein de l'Italie et au sein des différents partis politiques très important, et il pourrait amener un peu de stabilité dans, je le rappelle, depuis plus de 100 ans, un gouvernement qui change chaque 14 mois en moyenne en Italie. Donc c'est très important. Je pense que, évidemment, ça se reflète, vous l'avez dit avant, sur les taux italiens, ça se reflète aussi sur les banques, puisqu'ils pourraient rapporter un peu de stabilité. Et puis, la dernière chose très importante, Grégoire, c'est qu'effectivement, il connaît très très bien Christine Lagarde, et elle pourrait être, s'il devait y avoir une tension sur les taux italiens, elle pourrait être un interlocuteur privilégié avec qui il téléphonerait directement au lieu de passer par toute une série de personnes pour arriver à Christine Lagarde. Bon, on va découvrir Mario Draghi politique, et encore une fois, la tâche n'est pas aisée quand on connaît la fragmentation du paysage politique italien, mais vous l'avez dit, John, effectivement, le marché semble trouver crédible l'idée que Mario Draghi puisse former autour de lui un gouvernement. On verra la durabilité de ce prochain gouvernement italien. En tout cas, on voit le MIB qui s'envole de 2,5% sur les marchés européens, l'indice de la bourse de Milan, et puis les taux italiens qui retombent très nettement d'environ 10 points de base. Un mot peut-être du phénomène Wall Street Bets aussi, John. Quelques jours après, on voit la fièvre qui retombe là depuis hier de manière assez violente. Ça semblait assez prévisible quand on est dans ces phénomènes de momentum de prix, de price action un peu délirant. Quels sont les enseignements que vous retirez de cette affaire à ce stade? Affaire, encore une fois, qui est prise très au sérieux par les autorités américaines, puisque Janet Yellen va rencontrer un peu toutes les parties prenantes de la régulation américaine dans les prochains jours. Oui, tout à fait, vous avez raison, mais je pense que c'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger. Je pense que ces petits porteurs, entre guillemets, ces millions de personnes qui mettent entre 1 000 et 5 000 $ sur la table, eh bien, je pense que c'est très important, et il faudra s'en soucier si ça recommence à nouveau sur d'autres cibles. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que, évidemment, les gens qui spéculent sur ce type de valeur, vous avez dit GameStop hier qui a perdu plus de 60%, mais vous savez, en séance, GameStop, depuis le plus bas jusqu'au plus haut, en quelques minutes, voire une demi-heure, a gagné plus de 80% après être retombé. Donc vous avez des mouvements au sein même d'une journée qui peuvent être exploités, entre guillemets, par ces petits porteurs. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Vous savez, Grégoire, les activistes qui ont shorté ce type de valeur, eh bien, ils le font depuis très longtemps, et Wall Street a fermé les yeux là-dessus. Bien évidemment, ces milliardaires qui sont considérés comme des personnes, et notamment Peltz, qui est un des milliardaires de plus de 70 ans, qui est considéré comme une personne ayant fait
renvoyé, je dirais, plus de 100 000 personnes dans les entreprises où il a fait des attaques dedans, en essayant de réduire les coûts pour que le cours de bourse remonte. Donc, vous voyez, les activistes ici, il ne faut pas non plus se dire que tout d'un coup, parce qu'il y a cette communauté Robinhood de petits porteurs, entre guillemets, eh bien, leur lancer la pierre, alors que c'est quelque chose qui a été fait de la part de milliardaires depuis des années, des années, des années. Donc, il faut regarder très attentivement. Il faut juste rappeler une chose, et vous l'avez certainement déjà rappelé, Grégoire, c'est que, en fait, aux États-Unis, les valeurs short par rapport à leur flottant sont beaucoup plus élevées qu'en Europe. Donc, voir le même phénomène en Europe est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas ce même type de, sur des petites valeurs qui ont du volume, il n'y a pas ce même type de caractéristiques. Oui, c'était une des caractéristiques fortes, évidemment, du dossier GameStop, d'avoir plus d'actions vendues à découvert, shortées, que d'actions en circulation sur le marché, que de flottants, comme on appelle ça. Je crois qu'on avait au pic plus de 60 millions d'actions shortées sur GameStop pour seulement, entre guillemets, 50 millions de flottants. Ce sont des situations effectivement un peu exceptionnelles qui rendent le métier de short-seller très dangereux. Merci beaucoup, John. John Plassard qui était avec nous. Merci pour ses remarques et son analyse de marché du moment, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie, en visioconférence avec nous depuis Genève. Et on parle à présent des marchés émergents avec Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue, Bruno. Bonjour. Merci d'être là. Alors, les marchés émergents dans leur ensemble, l'Asie en particulier, qui ont très bien commencé l'année. Je crois que ce sont les indices qui signent parmi les meilleures performances year-to-date, comme on dit, depuis le 1er janvier. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs du Wall Street Bets derrière tout ça, dans ces marchés émergents. Mais que vous inspire la situation, le démarrage de ces marchés émergents dans le sillage des performances déjà enregistrées au cours de l'année 2020, c'est une continuité de ce point de vue. On a eu quand même de très belles performances en 2020, notamment depuis mars 2020. Et c'est vrai qu'on démarre en fanfare cette année, avec un peu plus de volatilité quand même. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a eu quand même pas mal de baisses et de fortes remontées depuis le début de cette semaine. Au final, on est en hausse de 10%, quasiment en euros, un peu plus en tout cas pour nos fonds. Depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ça va très très vite. Ouais. Et il y a une participation, je dois dire, importante de la part d'investisseurs, soit domestiques. Il y a eu beaucoup de lancements en Chine de fonds, par exemple, de fonds d'investissement, souscrits par ce qu'on appelle le retail investor typique. Ouais, des particuliers. Des particuliers, absolument, c'est ça. Oui. Et ça alimente bien sûr la hausse, notamment la hausse à Hong Kong, puisque ces investisseurs investissent dans des fonds qui vont investir cet argent, ces renminbi chinois, à Hong Kong via le Connect. Donc ça, c'est assez intéressant de le remarquer. Par ailleurs, les investisseurs globaux, internationaux, qui ont été très longtemps sous-pondérés les marchés émergents quand même, on estime qu'ils le sont encore du reste, eux, depuis octobre dernier, ne demandent pas. Toutes les semaines, ce sont des flux positifs qui rentrent sur cette classe d'actifs. Au final, depuis octobre, c'est à peu près 75 milliards de dollars de la part d'investisseurs globaux sur les marchés émergents. Et ça se compare, ce chiffre-là se compare à les flux entrants qu'on a eus en 2017 et 2018 ensemble. C'est-à-dire qu'en 4 mois, on a fait mieux que 2 ans. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est de la hot money, comme on l'appelle parfois dans vos métiers? C'est-à-dire, est-ce que ça renforce l'intensité spéculative autour de ces marchés? La dernière fois que vous êtes venu, c'était en fin d'année dernière, avec évidemment des performances stratosphériques impressionnantes pour vos fonds, mais vous disiez à l'époque, voilà, au regard quand même du consensus très positif désormais sur les marchés émergents et notamment sur la Chine, on préfère peut-être être un peu moins exposé c'est vrai. C'est vrai, du reste, en termes d'allocation d'actifs, ça nous a un peu affecté, parce qu'en fait, le marché chinois est reparti très fortement. Heureusement, on avait une bonne sélection de titres qui nous permet de largement compenser. Mais au final, c'est vrai qu'on est un peu dans un environnement spéculatif. Et comment on le mesure, toujours difficile bien sûr à mesurer, la participation des particuliers, à mesure qu'elle est à un niveau assez élevé, est un signe de spéculation à court terme. On devrait avoir un peu plus de volatilité ce trimestre.
N'oublions quand même pas néanmoins qu'il y a des fondamentaux économiques et d'entreprise qui sont très très bons. Et, clairement, ça soutient bien sûr les marchés, ça soutient également les flux d'investisseurs globaux vers ces marchés émergents. Vous êtes historiquement très tech. On trouve des grands de la tech dans les marchés émergents, à commencer par l'Asie, bien sûr, la Chine, mais également les satellites autour, Taïwan, la Corée du Sud. Bien sûr, on pourra en reparler, Bruno. Mais est-ce qu'il y a quand même l'idée, quand on est investisseur émergent, de jouer le rattrapage, le retard des losers ou de ceux qui ont le plus subi la pandémie en matière économique, en matière opérationnelle? Est-ce que c'est un trade que vous avez envie de mettre en place pour 2021? Et figurez-vous que, rappelez-vous, le début novembre, le 6 novembre, on annonce le vaccin. Là, la bourse se retourne complètement. On se dit, voilà, le vaccin est là, 2020, tout le monde est vacciné en 2021. Le trade, c'est il faut acheter les Covid losers par rapport aux Covid winners. Et il y a une grosse rotation, bien sûr, en novembre, y compris sur la première moitié de décembre. Aujourd'hui, et de fait, on voit cette rotation s'est largement calmée quand même depuis mi-décembre. Et pourquoi ? Parce qu'on commence à s'apercevoir que même si on a des vaccins, même pas un, mais des vaccins, c'est pas aussi simple de vacciner. On le voit en France, bien évidemment, mais c'est vrai partout ailleurs. Enfin, pas tout à fait partout, mais dans la plupart des pays. Et donc, au lieu d'avoir une reprise synchrone qui aurait été le résultat d'une vaccination massive et complète, on risque d'avoir une reprise plus séquentielle quelque part, quoi. Donc, et là, l'effet cyclique est moins fort, indéniablement. Donc, la rotation vers la value, vers les cycliques est moins évidente. Ce qui n'empêche pas, au cas par cas, bien sûr, de trouver des histoires extrêmement intéressantes dans ces secteurs-là. Nous, au final, on se dit que les marchés qui ont bien fonctionné l'année dernière, comme l'Asie du Nord, elles restent aujourd'hui dans une situation extrêmement favorable. D'une part parce que la Covid est bien maîtrisée, quand même si on a eu une reprise un peu des cas en Chine, c'est rien du tout, quasiment, quoi, à la taille de la population. Qu'on s'apprête à vacciner massivement, ça va arriver de manière très, très massive dans ces pays. Et que ces pays-là, ils sont riches, ils ont moins de problèmes de Covid et ils vont vacciner plus vite que les autres. Donc, clairement, ils risquent d'être en avance, encore une fois, dans la reprise séquentielle mondiale. Et ça veut dire que la valorisation des Covid winners, par exemple, n'est pas encore un sujet à ce stade. Je sais pas, on a vu Tencent qui approchait le trillion de dollars, je crois, on est à 950 de market milliards, cap, de capitalisation boursière. On parle beaucoup des semi-conducteurs aussi, très présents dans les marchés asiatiques. Ça veut dire qu'on n'est pas encore... Il y a encore du vent dans les voiles pour ces entreprises. La valorisation de ces grands titres-là est élevée, notamment pour Tencent, mais elle n'est pas stratosphérique encore, je dois dire, quoi. Et je pense que la société va sortir ses résultats début mars. Je pense qu'on va avoir de très, très bons chiffres. Alibaba, qui est un peu moins élevé en termes de valorisation, compte tenu des sujets ou des petites incertitudes qu'il y a eu sur le titre et sur Jack Ma au cours des derniers mois, a une valorisation qui est plutôt basse. Ces résultats qui ont été annoncés hier étaient quand même assez satisfaisants, pas stratosphériques encore une fois, mais étaient satisfaisants. Au regard de la croissance attendue, le titre est à un niveau de valorisation tout à fait raisonnable. Après, il y a un peu d'incertitude de réglementation notamment avec la loi antitrust en Chine, qui fait qu'on est un peu plus prudent sur ces titres-là. Mais rien qui nous fait dire il faut les vendre, il faut sortir, pas du tout. Non. Alors, à propos de réglementation, tiens, c'est intéressant. On suit avec vous l'affaire Ant Financial, je rappelle, donc le bras armé financier d'Alibaba, l'application Alipay et beaucoup d'autres activités qui sont regroupées chez Ant Financial. L'introduction en bourse s'abordait il y a quelques mois par les autorités réglementaires chinoises 2 jours avant, parce que Jack Ma est tombé en disgrâce du pouvoir. Je vois quand même, alors aujourd'hui c'est Bloomberg qui nous rapporte que Ant Financial est en train de trouver un compromis avec les autorités chinoises sur la manière de gérer ses participations dans différentes sociétés. Ils ont trouvé un compromis également pour réorganiser leurs activités de crédit à la consommation, qui avait été pointé du doigt justement au moment de l'introduction en bourse. Est-ce que finalement les accords sont en train d'arriver
beaucoup plus vite que prévu avec les autorités chinoises, ce qui laisse entrevoir la possibilité pour Ant Financial de revenir en bourse, ou en tout cas de s'introduire en bourse peut-être plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer. On s'est dit à l'époque, on va attendre un an avant qu'on les revoie. C'est possible que ça arrive beaucoup plus tôt. Alors bien sûr, le périmètre ne sera pas exactement le même. Rappelez-vous, à l'époque, on parlait de 320 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc le périmètre aujourd'hui sera moins élevé, mais ce sera quand même des chiffres assez importants. Ce sera au moins 150 milliards de dollars, je pense. Mais ça veut dire qu'il y a une volonté quand même, y compris de la part des autorités de régulation, de ne pas franchir de lignes rouges par rapport à la situation de ces grands groupes. Ça, c'est important de le préciser. On voit bien. On a dit à l'époque, ces Jack Ma, ces Ponima vont tomber en disgrâce par rapport à l'État. Même Alibaba va être démantelé. Enfin, on a lu tout et n'importe quoi, mais comme à chaque fois. Ça ne va pas être le cas. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. J'ajouterais que sur le périmètre de Ant Financial, et notamment le crédit à la consommation, je pense que les autorités financières chinoises sont très rigoureuses là-dessus. Donc, clairement, elles ne vont pas laisser passer des activités qui seraient un peu en dehors de leur périmètre de réglementation. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est sûr que c'est une entorse quelque part au capitalisme d'une certaine manière, mais ça permet peut-être d'éviter des excès qu'on a pu avoir dans le passé, qui nous ont quand même laissé des lendemains qui pleuraient quand même. À propos des fintech chinoises, Ant Financial étant la plus grande fintech du monde peut-être aujourd'hui, je notais que ByteDance, donc la maison mère du célèbre TikTok, le réseau social de vidéos courtes, alors qu'on utilise à travers le monde, et puis il a un autre nom, je crois, en Chine, Douyin, lance son application de paiement pour aller challenger donc Alipay d'Alibaba et WeChat de Tencent. Il y a de la place pour 3 sur ce marché. Dans le e-commerce, dans le e-commerce, rappelez-vous, il y a Alibaba qui est de 75% des ventes en ligne. Il y a JD.com qui doit faire 23%, et puis après il y a des VIP shops qui sont tout petits, et depuis 2015 il y a un nouveau qui s'appelle Pinduoduo, qui aujourd'hui capitalise à 214 milliards de dollars en bourse et coté uniquement à New York de fait. Donc cette société a été lancée en 2015, c'est-à-dire il y a 6 ans quoi. Donc tout est possible. Je suis pas sûr qu'Amazon, lancé en 95, valait 200 milliards de dollars de capitalisation. Je ne sais pas si ça ira à 2 trillions de dollars. Bien sûr, seul l'avenir le dira. Cette société perd encore de l'argent, mais finalement, les perspectives paraissent intéressantes. Donc, dans la partie fintech, bien sûr, qu'il y a de la place pour un troisième. Et la concurrence est très dure, même si, effectivement, on a quand même deux groupes qui sont leaders, Alibaba d'un côté et Tencent de l'autre. Bon. Et ils accepteront l'émergence d'un troisième, ces groupes. Ils sont plus au bol, ils n'auront pas le choix. Ils ne sont pas d'accord, c'est sûr. Ils sont pas contents, mais ils n'ont pas le choix, c'est tout. Donc, et clairement, la loi antitrust va dans ce sens-là. Et ça, pour le coup, on peut que s'en réjouir d'une certaine manière. C'est vrai que ce qui peut nous énerver dans le capitalisme, c'est les monopoles. Les monopoles, ça tue la concurrence, ça tue l'initiative. Quand on en arrive là, il y a un problème. Donc cette loi permet d'éviter ces écueils. Merci beaucoup Bruno. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer la situation des marchés émergents, l'actualité des marchés émergents. Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.